Je m'appelle Solène Maréchal. J'ai 32 ans, je suis architecte d'intérieur et je vis à Lyon. Il y a 3 ans, en une seule soirée, ma vie s'est divisée en un « avant » et un « après », parce que ma sœur m'a pris l'homme que j'allais épouser. C'était la veille de mes fiançailles. Je me souviens encore des odeurs de ce soir-là. La lavande du jardin, les pêches rôties venant de la cuisine, le vin qui respirait sur le buffet. La maison de mes parents, en Normandie, brillait de guirlandes et de rires. Je glissais à travers ce tumulte avec le sentiment que quelque chose de presque sacré se déroulait. C'était mon moment. Notre moment. Adrien et moi étions ensemble depuis 4 années pleines, mesurées, raisonnables. Il était doux, réservé, attentif, au point que je croyais être en sécurité avec lui. Et puis, tout s'est fissuré. Je suis rentrée dans la maison pour prendre un châle. Le couloir était à demi plongé dans la pénombre. La maison s'était enfoncée dans ce silence particulier qui précède le crépuscule. C'est alors que je les ai entendus. 2 voix, basses, trop proches. Un rire. Ce rire-là, léger, saccadé. Le rire de Vera. Je me suis tournée vers le salon, marchant pieds nus sur le parquet, sans comprendre pourquoi mon ventre s'était soudain contracté. Et les voilà, ensemble. Mon fiancé, Adrien, et ma sœur, Vera. Sa main à lui posée sur sa taille, les doigts d'elle glissant sur sa nuque. Ils se murmuraient quelque chose, des mots indistincts, mais leur visage, si proche, touchait presque cette intimité qu'on ne partage qu'à 2. L'air semblait avoir disparu. Ils ne m'avaient pas vu. Je restais là, pétrifiée, à les regarder se rapprocher l'un de l'autre, comme si je n'avais jamais existé. Comme si je n'étais pas celle avec qui il construisait sa vie. Comme si je n'avais jamais eu confiance en eux. Quand enfin ils m'ont aperçu, personne n'a prononcé un mot. La pièce s'est figée. Pas un cri, pas une excuse, seulement le silence et le bruit de quelque chose qui s'effondrait à l'intérieur de moi. Cette nuit-là, tout a changé. Si, sur la véranda, les mains tremblantes et le jardin plein de rires derrière moi, on m'avait demandé ce soir-là si je croirais un jour redevenir entière, j'aurais répondu « non ». Et pourtant, 3 ans ont passé. Je suis entrée à un dîner de famille au bras de l'homme que j'ai réellement épousé, et j'ai vu Vera se figer en croisant son regard. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour être entendues. Une semaine avant les fiançailles, la vie ressemblait à un film. J'étais revenue de Lyon dans la maison familiale, à Bayeux, la ville où j'avais grandi. La véranda qui craque, le lierre grimpant le long des gouttières, la voix de ma mère fredonnant dans la cuisine. Tout cela m'enveloppait comme une vieille couverture. Ce n'était pas parfait, mais c'était familier, chaleureux. Vera, bien sûr, était déjà là. Elle trouvait toujours le moyen d'arriver avant moi, qu'on l'invite ou non, et d'occuper aussitôt le centre de la scène. Ma petite sœur faisait partie de ces gens qu'on remarque même quand on ne le veut pas. Brillante, mordante, celle qui attire la lumière sans effort. Dans notre enfance, tout le monde disait que nous étions 2 opposés. Moi, j'étais la calme et la réfléchie. Elle, l'étincelante, l'impatiente. Je croyais que cela créait un équilibre. Je ne le crois plus. Au début, Vera semblait étonnamment attentionnée. Elle discutait avec la fleuriste, choisissait les harmonies de couleurs, allait même chercher le whisky préféré d'Adrien. J'ai dit à maman, « C'est bien qu'elle soit là. » Elle m'a répondu avec un sourire trop rapide, « Elle est simplement heureuse pour toi. » Et j'ai voulu y croire. Mais il y avait des instants, presque imperceptibles. Une main posée trop longtemps sur celle d'Adrien, un rire en coin. Des plaisanteries où je n'avais pas ma place. Un regard qu'il lui lançait à travers la table et qui me faisait frissonner. Je voyais tout cela. Ces trahisons microscopiques, mais je les avalais, me persuadant que j'exagérais. Vera a toujours aimé flirter, et Adrien se sentait simplement à l'aise auprès de ma famille. N'est-ce pas cela, l'amour? Faire confiance, même quand on sent confusément qu'il ne faudrait pas. La soirée de la fête est arrivée vite.
Amis et parents remplissaient le jardin, un verre de vin à la main, sous les pommiers, au son d'une enceinte Bluetooth que Vera avait insisté pour apporter. Je portais une robe vert pâle. Adrien m'avait dit un jour qu'elle faisait ressortir la couleur de mes yeux. Il était beau, légèrement tendu, comme si ce qui se passait avait réellement de l'importance pour lui. Et pourtant, l'inquiétude ne me quittait pas. Au milieu de la soirée, en aidant maman à disposer les desserts, je me suis souvenu que j'avais laissé mon châle dans la maison. L'air s'était rafraîchi, un frisson a couru sur ma peau. Je suis rentrée, par la cuisine, dans le couloir silencieux, et j'ai entendu des voix familières. Un froissement, un rire étouffé, le rire de Vera. Je me suis tournée vers le salon, et je les ai vus, tous les deux, Adrien, debout, trop près d'elle, les mains de Vera dans ses cheveux, leur corps attirés l'un vers l'autre comme deux pôles contraires d'un même aimant. Le temps ne s'est pas ralenti, il s'est arrêté. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je regardais quelque chose pour quoi je n'avais pas de mots. Un monde secret, étranger, que je n'aurais jamais dû voir. Ils ne m'ont pas vu tout de suite, et dans ces secondes d'invisibilité, j'ai tout senti. Le mensonge, les excuses, chaque signe discret que j'avais choisi d'ignorer, comme les fragments d'un motif cruel, mais parfait. Quand Adrien s'est enfin retourné et m'a vu, son visage s'est tordu, entre la culpabilité et la peur. Vera a seulement cligné des yeux. Aucune surprise, aucun remords, rien que le silence. Je me suis lentement reculée. Mes pas ne faisaient pas de bruit. Même les lattes du plancher semblaient compatir. Dehors, la vie continuait. Les rires, la musique, le tintement des verres. Personne ne savait que je venais de perdre mon avenir. Je n'ai pas dit au revoir. En silence, j'ai rassemblé mes affaires. J'ai laissé sur la table de la cuisine un mot. J'ai besoin de temps. Et je suis partie dans le matin gris, sans réveiller personne. Quand je suis rentrée à Lyon, l'appartement paraissait différent. Plus petit, comme vidé. Le silence y résonnait contre les murs. J'ai décroché les photos des fiançailles, je les ai glissées dans une boîte à chaussures et rangées tout au fond de l'armoire, sous les manteaux d'hiver. J'ai supprimé des messages. J'ai bloqué le numéro d'Adrien. J'ai coupé toutes les notifications où apparaissait le nom de Vera. Mais il restait des choses impossibles à effacer. L'odeur de son shampoing, encore sur mon pull. Le rire de Vera, clair, désormais tranchant comme du verre, dans ma mémoire. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. Ni aux collègues, ni au barista qui se souvenait toujours de ma commande. Je me suis simplement noyée dans le travail. Des journées interminables à l'agence d'architecture intérieure. Des nuits à retoucher des plans que personne n'attendait. La fatigue est devenue un bouclier. Quand on s'épuise assez, on n'a plus besoin de penser. Plus besoin de sentir. Les semaines ont passé. Puis, des mois. Un soir, près de 6 mois après tout cela, une invitation est arrivée pour un vernissage en centre-ville. L'artiste, une vieille connaissance de la fac dont je me souvenais à peine. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose en moi, de l'entêtement, ou peut-être de l'orgueil, a refusé de laisser ma vie se rétrécir davantage. C'est là que je l'ai vu. Théodore Varnier. Il était plus grand que dans mon souvenir. Il avait cette élégance tranquille, les mains dans les poches, les épaules relâchées, comme si rien ne pouvait le déséquilibrer. Il était venu à ma fête de fiançailles autrefois, un vieil ami d'Adrien depuis le master. Et Vera l'avait déjà évoqué en passant, avec cette admiration ostentatoire qu'elle réservait aux hommes qu'elle désirait, mais ne parvenait pas à impressionner. Il m'a reconnue avant que j'aie le temps de me cacher dans un coin. « Solène Maréchal », a-t-il dit en souriant, s'approchant. « Tu ne vas pas me croire, je t'ai à peine reconnue. »« Moi non plus, j'ai du mal à y croire », ai-je répondu. Je me sentais mal à l'aise, comme si je retrouvais ma propre peau, devenue trop étroite. « Ça fait longtemps », ai-je réussi à dire. Nous avons parlé, de peinture, de la ville, de ce choix de vin parfaitement absurde. Il n'a rien demandé du passé. Ni d'Adrien,
ni de Vera. Il voulait seulement savoir sur quoi je travaillais, quel café j'aimais le plus, si je dessinais encore à la main ou si j'étais passé entièrement au numérique. Il savait être présent, sans s'imposer. Et ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec une légèreté que je n'avais plus ressentie depuis des mois. Ce ne fut pas une romance tumultueuse, ce fut quelque chose de discret, de lent. Nous nous sommes recroisés par hasard, une semaine plus tard, puis encore, au parc, un dimanche de pluie, et avant que je m'en rende compte, le monde sur la pointe des pieds où je vivais avait changé. Avec Théodore, je ne me sentais pas comme une femme qui se cache de ses blessures. Je me sentais quelqu'un qui réapprend à vivre. Il savait simplement écouter, sans éprouver le besoin de répondre, sans tenter de mettre chaque chose dans une case. Il écoutait pour entendre. À travers la table, il comprenait toujours quand j'avais besoin de silence et quand j'avais besoin d'être distraite. Il ne remplissait jamais l'air de mots inutiles. Avec le temps, j'ai commencé à dire la vérité. Pas tout, pas d'un coup, par petites touches, un éclat de douleur ici, une mention de Vera là. Il n'a jamais demandé davantage. Il restait simplement là, quand je me désagrégeais. Il y a eu des nuits où nous sommes restés tard dans mon appartement. Nous buvions du thé. Nous écoutions de vieux vinyles de jazz. Il y a eu des nuits où je pleurais doucement, le visage enfoui dans sa chemise, et il n'y avait rien à expliquer. Et le matin, je me réveillais, et je voyais, il avait déjà préparé le café. Exactement comme je l'aime, avec du lait d'avoine et une minuscule pincée de cannelle. Et dans tout cela, j'ai trouvé soudain quelque chose que je n'attendais plus. La joie. Pas une joie bruyante, pas celle dont on fait des posts sur les réseaux sociaux, mais celle qui se cache au fond des eaux et murmure « Maintenant, tu es en sécurité ». Je n'ai rien raconté à ma famille, je ne cherchais pas à les joindre, et quand nous avons décidé, Théodore et moi, de nous marier, nous n'étions que tous les deux à la mairie, avec 2 témoins rencontrés le matin même. Je le savais, je ne me cachais pas. Je préservais quelque chose de sacré, quelque chose auquel il n'avait plus le droit de toucher. Nous n'avons pas porté de blanc. Il n'y avait ni fleurs, ni musique, ni quelqu'un pour déclamer des formules apprises par cœur. Seulement moi, Théodore, Monsieur Aubert, l'adjoint au maire, et 2 témoins âgés qui souriaient, comme s'ils avaient attendu toute leur vie qu'on leur redemande de croire à l'amour. Ce matin-là, il pleuvait, une vraie pluie lyonnaise. Douce, réfléchie, je me souviens avoir regardé Théodore devant l'élu, et m'être dit qu'il était étrange qu'une chose si simple, si discrète, puisse compter autant. Pas de soupir, pas de scène, pas de famille de chaque côté. Juste 2 personnes qui se choisissent. Après, nous sommes allés à la boulangerie du coin et nous avons partagé un croissant. Tiède, feuilleté, les miettes tombèrent sur sa cravate. Nous rions, non pas parce que tout était parfait, mais parce que c'était vrai, à nous. Théodore n'en parlait jamais, et il ne m'a jamais demandé d'en parler, ni à mes parents, ni à Vera, ni à Adrien. Il comprenait, certaines choses n'ont pas besoin d'être exhibées pour être vraies. Notre vie est devenue un univers à part, doux, conscient et, par bonheur, loin de l'ancienne. Ainsi ont passé 2 années, calmes, régulières. Notre logement avait été autrefois un local industriel, transformé en appartement. Murs de briques, plantes vertes, miraculeusement vivantes malgré mon habitude de les oublier. Théodore couvrait les murs de toile. Moi, les étagères, de livres de design. Nous recevions des amis à dîner, des gens à qui peu importait qui j'avais été. Nous voyagions sans rien publier. Nous avons créé quelque chose d'inébranlable, à nous, et j'étais heureuse, vraiment, profondément. Quand Gaston, mon grand-père, a appelé, j'ai hésité une seconde avant de décrocher. Sa voix était plus douce que dans mon souvenir, plus faible. « Sol », a-t-il dit, utilisant encore ce diminutif que lui seul pouvait dire. « J'aurai bientôt 80 ans. Je voudrais un dîner ensemble. Juste la famille. Une soirée. » J'ai marqué un temps. Il était le seul à m'appeler pour mon anniversaire après ma disparition.
Le seul à nous avoir envoyé une carte manuscrite pour notre première année de mariage, alors que personne ne le lui avait dit. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. Il a toujours su. Alors j'ai dit « oui ». Théodore me regardait quand j'ai raccroché. Une inquiétude, légère, passait au fond de ses yeux calmes. « Tu n'es pas obligé d'y aller », a-t-il dit doucement en me prenant la main. « Je sais », ai-je répondu en serrant ses doigts. « Mais je crois qu'il faut y aller. Pour lui, pas pour eux. » Nous avons décidé d'y aller ensemble. Je n'avais pas l'intention d'affronter cela seul. Plus jamais. La route jusqu'à Bayeux m'a semblé plus longue que d'ordinaire. Plus nous remontions vers l'ouest, plus l'air devenait lourd d'humidité. Les souvenirs s'accrochaient aux sorties familières et aux panneaux routiers. Quand nous avons tourné dans l'allée de la maison, le soleil déclinait déjà, dorant l'air. Tout avait l'air comme avant. La petite cloche suspendue près de la balançoire sur la véranda, les massifs un peu débordés sur les bords, mais en fleurs comme autrefois, la porte qui vous accueille d'un grincement. Et, l'espace d'un instant, je me suis sentie de nouveau 29 ans, écorchée, à bout de souffle, debout au milieu des ruines de ma vie entre ces mêmes murs. Mais la paume de Théodore dans mon dos m'a rappelé, je n'étais plus cette femme-là. Je suis entrée dans la maison seule. Puis, à l'intérieur, j'aidai maman à mettre la table. En silence, poliment. Elle a dit que j'avais bonne mine, qu'elle était surprise de me voir. Et c'est tout. Elle n'a rien demandé de plus. Papa a simplement hoché la tête et est retourné à son rôti. Tout le monde se comportait comme si mon absence avait été proprement raccommodée dans le tissu de la famille. Je disposais les couverts quand je les ai entendus. 2 voix, connues, trop connues, Vera et Adrien. Je ne me suis pas retournée. Pas encore. J'ai seulement attendu qu'ils s'approchent mince d'eux-mêmes. D'abord des pas, le claquement de talons, le martèlement plus lourd de chaussures d'homme. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Ce son voulait toujours dire une seule chose. Vera commande et Adrien suit. 2 pas derrière, son ombre commode. Ils sont entrés dans la salle à manger. Je tenais mon dos droit, alignant les fourchettes sur les serviettes de lin. Puis je me suis retournée. Vera s'est figée à mi-mouvement. Adrien avait l'air brûlé à blanc, pas fatigué, délavé, comme si on lui avait retiré ses couleurs. Vera, bien sûr, s'est reprise la première. « Eh bien tiens », a-t-elle lancé en exhibant son sourire signature. « Qui voilà? Tu as donc décidé de te montrer? Tu es sortie de ta tanière lyonnaise, hein, Solène? Je n'ai pas scié. Ravie de te voir, Vera. » Son regard a glissé vers mon alliance, puis est revenu. La curiosité sous un masque de condescendance. « Toujours célibataire, à ce que je vois », a-t-elle chantonné, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai penché légèrement la tête. En réalité, non. Je suis mariée. L'air a vibré. Même le tintement des couverts s'est tu. Maman a levé la tête de la salade. Papa est resté figé, la carafe de vin en main. Le visage de Vera a tressailli. Une fraction de seconde, mais cela a suffi. Les sourcils d'Adrien se sont froncés. « Mon mari ne va pas tarder », ai-je dit calmement en lissant les plis de la nappe. Il s'est arrêté à l'hôtel. La suite s'est déroulée comme sur une scène. La porte a grincé. Des pas, le bruit d'un manteau qu'on accroche au crochet, et il est entré. Théodore. Dans un manteau bleu nuit, un pantalon impeccable, avec cette assurance tranquille qui n'a pas besoin de grands mots. Ses yeux, chauds et tendres à la fois, ont trouvé les miens. Il a souri, à peine, rien que pour moi, et a traversé la pièce avec assurance, comme s'il avait toujours été là. « Pardon, je suis en retard », a-t-il murmuré en effleurant ma tempe de ses lèvres et en m'entourant la taille. Les embouteillages étaient atroces. Par-dessus son épaule, j'ai vu la bouche de Vera s'entr'ouvrir. Adrien s'était comme pétrifié. Nous nous sommes assis à table, la main de Théodore reposée sur la mienne. Le dîner a commencé comme un autre, une salade,
puis un poulet rôti au romarin, des petits pains de la boulangerie où grand-père en achetait depuis 1982. Maman posait des questions polies, le travail, la famille, où nous vivions. Papa acquiesçait de temps à autre. Et Vera se taisait. Elle mangeait à peine, ne faisant que promener la nourriture sur son assiette, comme un enfant qui retarde l'heure du coucher. Adrien ne levait pas non plus les yeux. La tension n'était pas manifeste, elle couvait, dans les épaules crispées de Vera, dans ses regards, à l'affût de la moindre fêlure. Mais il n'y avait pas de fêlure. Quand on a servi le dessert, Gaston s'est levé en levant son verre. Sa voix tremblait, mais elle était pleine de bonté. « À la famille, a-t-il dit, à l'indulgence, si quelqu'un en trouve le courage, et à l'espoir que même de vieilles racines puissent refleurir. » Nous avons levé nos verres. J'ai croisé son regard. Il m'a fait un clin d'œil. Alors Vera s'est levée, a tapoté son verre avec une cuillère, ce ding-ding, si ostentatoire quand l'attention tarde trop à revenir sur elle. « Je voudrais dire quelques mots, » a-t-elle annoncé, « à propos de ma chère petite sœur Solène. » Mon ventre s'est noué, mais je n'ai pas détourné les yeux. « Comme c'est étonnant, » a-t-elle commencé d'une voix mielleuse. Disparaître des années, puis surgir soudain avec un mari dont personne ne sait rien. C'est audacieux, on va dire. Je me suis tue, Théodore aussi. Certains d'entre nous croient à la transparence, a poursuivi Vera, mais d'autres, visiblement, préfèrent les secrets. Son regard s'est rétréci, provocateur. Alors une chaise a raclé le sol. Adrien. « Ça suffit, Vera, » a-t-il dit, bas mais ferme. Vera s'est brusquement tournée vers lui. « Quoi ?» Adrien a secoué la tête. « Ne fais pas ça. »« Ne pas faire quoi ?» a-t-elle lâché sèchement. Dire qu'elle a débarqué comme si... J'ai dit « Ça suffit ». Sa voix a tranché l'air comme du verre. Ils se sont regardés. Ce qui avait existé entre eux autrefois avait disparu. Il ne restait que la fatigue et le regret. Vera a soufflé d'agacement, a saisi son verre et a quitté la pièce par les portes-fenêtres donnant sur la terrasse. Adrien l'a suivi, le regard vide, exsangue. Ils ne sont pas revenus. Et moi ? J'ai simplement bu une gorgée de vin et je me suis autorisée à respirer. On pouvait considérer que la soirée s'était achevée paisiblement. Théodore a aidé Gaston à regagner son fauteuil, et moi, j'ai débarrassé la table. Maman m'a adressé un long regard au sens incertain, puis m'a prise dans ses bras, sans chaleur. Papa a marmonné quelque chose à propos du temps. Plus personne n'a reparlé de Vera. Quand nous sommes sortis, l'air était frais. Il sentait la terre du jardin et les restes de tarte au citron. La lumière du porche baignait doucement l'allée. Théodore m'a pris la main. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai regardé la maison. Si familière et pourtant étrangère. Puis je l'ai regardé. Lui. « Oui », ai-je répondu. Pour la première fois depuis longtemps. « Oui ». Nous avons marché vers la voiture en silence. Un silence non pas lourd, mais qui soigne. Je pensais à tout ce que j'avais perdu et à tout ce que j'avais trouvé. Vera et Adrien appartenaient au passé. Ils n'avaient aucun droit sur mon avenir. Je n'étais pas venue pour les réduire à néant. J'étais venue pour me rappeler combien de chemins j'avais parcouru. Et lorsque Théodore a démarré, que ses doigts ont de nouveau trouvé les miens, j'ai compris. Ce n'était pas une vengeance. C'était une libération.